Donc, pour tenter de comprendre jusqu'à quel point, justement, on est dans l'incertitude dans ces négociations sur l'ALENA, je retrouve à Montréal l'ancien premier ministre du Québec, M. Jean Charest, qui est à l'origine des négociations qui ont mené à une entente avec l'Union européenne. Bonjour, M. le premier ministre. Bonjour, Mme Bégin. On a vraiment assisté à une escalade des propos du président Trump contre le Canada hier lors de son point de presse à New York. Est-ce que vos espoirs d'une entente commencent à diminuer? Oui et non. Vous savez, Mme Bégin, sur la fin des négociations des accords de libre-échange, il y a toujours un moment très intense, il y a toujours un peu de théâtre. Mais là, on est vraiment dans le monde de Donald Trump, là, qui est belliqueux par nature et qui est sur la fin. Alors, à quel point c'est du théâtre, à quel point il est sérieux, bien, il faut départager un petit peu. Mais évidemment, l'horloge continue d'avancer. En même temps, Mme Bégin, il faut savoir qu'ils peuvent extensionner un peu les échéanciers. Et en plus, même si le Canada ne conclut pas d'entente, l'ALENA continue de vivre, puis il y a plein d'autres étapes à franchir avant que l'ALENA puisse être résiliée. Alors, on est très loin d'une conclusion. Bon, vous disiez justement, on est dans le monde de Donald Trump. Vous parliez d'un peu de théâtre. J'aimerais revenir sur les propos qu'il a prononcés hier. Il a dit « Le Canada a toute une pente à remonter. Les tarifs sont trop hauts. On oublie ça. Je n'aime pas les négociateurs canadiens. » Est-ce que c'est purement une stratégie de négociation de sa part ou vraiment c'est du sérieux? À mon avis, cette partie-là de sa rhétorique, c'est davantage de la stratégie pour intimider. Les tarifs ont beau être élevés. Les tarifs sont élevés également aux États-Unis. Ils donnent des subventions à leur secteur agricole. Alors, ils pointent toujours du doigt le Canada, mais les Américains ont également. Et d'ailleurs, son ministre de l'Agriculture, ce qu'ils appellent Secretary Agriculture, qui s'appelle Sonny Perdue, qui connaît très bien le Québec, qui est venu à Montréal. Moi, je l'ai reçu à Montréal à 2 reprises, a déjà dit à plusieurs reprises que les Américains ne demandaient pas le démantèlement de la gestion de l'offre. Il l'a dit plusieurs fois. Mais M. Trump revient constamment là-dessus. Et sur cette espèce d'idée qu'il n'aime pas nos négociateurs, bien, entre vous et moi, c'est pas lui qui va choisir les personnes avec qui on négocie. Et il m'est déjà arrivé, moi, dans une autre vie, de me faire dire ça par des Américains dans le dossier du bois d'œuvre. Il y a quelqu'un qui n'aimait pas notre négociateur, c'était Pierre-Marc Johnson à l'époque. Et honnêtement, on leur a dit qu'on s'en foutait, qu'ils l'aiment ou qu'ils ne l'aiment pas. C'est pas eux qui choisissent les négociateurs du Canada, c'est nous qui décidons qui va négocier. Puis si c'est des adultes, bien, ils vont composer avec. Oui, vous parliez il y a un instant des tarifs élevés parce que le président Trump est revenu encore là-dessus hier. Il se plaint que les tarifs canadiens sont trop élevés, que le Canada ne veut pas justement céder sur la gestion de l'offre. Est-ce que vous pensez que le Canada finalement va devoir finir par céder justement parce que c'est vraiment ce sur quoi il semble accrocher le président Trump? Déjà qu'il y a déjà eu des brèches, comme vous le savez, dans les accords transpacifiques. Il y a un accord que vous connaissez bien, l'accord avec l'Europe. Oui. Oui. Alors, M. Trump est obsédé par une seule chose, c'est-à-dire des tarifs élevés dans le secteur laitier parce qu'il y a la gestion de l'offre. C'est ça la limite de son discours. Maintenant, la piste d'atterrissage, à mon avis, entre le Canada et les États-Unis est similaire à ce que le Canada a fait dans le cas de l'accord Canada-Europe, l'accord économique et commercial, où nous avons ouvert un pourcentage du marché qui est accessible aux Européens. Et nous avons répété la même solution dans le cas de l'accord transpacifique que nous avons conclu avec 10 autres pays, 11 pays qui en font partie. Et les États-Unis étaient dans cet accord-là au départ. M. Trump, le premier jour de sa présidence, a annulé la participation canadienne. À mon avis, la piste d'atterrissage, elle est là. Et à cela s'ajoute une affaire qui est un peu plus technique, qui s'appelle la classe 7. C'est des produits laitiers diafiltrés sur lesquels les Américains insistent beaucoup. Ils veulent avoir un accès qui est complètement ouvert. Et là-dessus, je pense que le Canada va probablement faire des compromis. Si jamais ça continue quand même à accrocher, allons-y pour un scénario qui pourrait être vraiment très pessimiste. Le premier ministre canadien, M. Trudeau, continue de son côté à dire « C'est mieux pour le Canada de ne pas avoir entente du tout que d'avoir une mauvaise entente. » Donc, si jamais on ne réussit pas à s'entendre, quand même, les États-Unis, c'est notre principal partenaire commercial. Vers quoi le Canada pourrait se tourner pour tenter de compenser une perte pareille? D'abord, M. Trudeau a raison. Il vaut mieux ne pas conclure une mauvaise entente parce qu'une mauvaise entente va être beaucoup plus difficile à défaire que de ne pas avoir d'entente et en refaire une nouvelle, éventuellement avec un nouveau gouvernement.
Alors là-dessus, il a raison. Pour ce qui est de la relation Canada-États-Unis, rappelons-nous qu'il y avait des échanges commerciaux avant des accords de libre-échange. Il y en aura après. Une des règles non écrites des accords de libre-échange, c'est que c'est d'abord de la géographie et nous sommes voisins. Alors la vie va continuer. Ce ne sera pas aussi facile que l'époque où il y avait des accords de libre-échange, mais la vie va continuer. Alors là-dessus, à mon avis, M. Trudeau a amplement raison. Il faut dire, j'ajoute un autre commentaire, j'ai admiré honnêtement la discipline de M. Trudeau hier, qui n'a pas mordu à la provocation du président Trump sur le Canada, sur les tarifs, sur les négociateurs, et qui a continué calmement à dire « Ah non, non, nous, on négocie ». À mon avis, ça c'est une discipline qui est très importante parce que c'est de la provocation que fait M. Trump, puis il ne faut pas tomber non plus dans son piège. Oui. Vous connaissez justement très bien la mécanique de ces négociations-là. Je me demandais, est-ce que malgré ces attaques frontales du président Trump, les négociateurs, autant canadiens qu'américains, se parlent toujours? Est-ce qu'on continue des pourparlers? Oui, tout à fait. Je connais très bien le négociateur en chef du Canada qui s'appelle Steve Verreul, qui a négocié l'accord avec l'Europe, soit dit en passant. L'équipe canadienne, elle est honnêtement forte, très bien préparée sur les stratégies, sur le fond. C'est une très, très, très bonne équipe. Madame la ministre Freeland, il paraît-il que c'est elle que M. Trump n'aime pas. Bien là, entre vous et moi, tant pis pour lui. Nous, on l'aime bien, Mme Freeland, puis c'est pas lui qui va décider qui on va élire. Et en passant, Mme Freeland, c'est une élue. M. Lighthizer, le vis-à-vis de Mme Freeland, c'est pas un élu. Alors, elle a non seulement a-t-elle le mandat du premier ministre du Canada, mais elle a une légitimité qui lui vient de son statut de député et d'élu à la Chambre des communes. Vous connaissez plusieurs types de négociateurs parce que vous avez pris part à plusieurs négociations. Je me demandais, comment vous qualifiez le style de négociation du président Trump? Ah bien, c'est un style agressif, belliqueux, provocateur. Donc, il a mis ça dans un livre, là, The Art of the Deal. On rentre, on provoque l'autre, on intimide, on fait des demandes qui sont déraisonnables dans le but d'intimider l'autre et de l'amener à vous offrir le plus possible. Alors, une fois qu'on connaît la stratégie, bien là, on fait avec, puis on évite de jouer le jeu de celui qui cherche à vous provoquer. Et c'est ce que fait le gouvernement de M. Trudeau. Et honnêtement, encore une fois, je pense qu'ils ont fait preuve de beaucoup de discipline et ça, c'est tout à leur mérite. Oui, M. Trudeau qui est resté vraiment très calme jusqu'à maintenant. En terminant, qu'est-ce qu'on doit penser de cette date butoir du 1er octobre? Est-ce que ça a été fixé artificiellement? On peut enfreindre cette date? La date butoir du 1er octobre existe pour deux raisons. Il voulait absolument conclure une entente pour que ça puisse être fait sous le gouvernement actuel du Mexique, de M. Nieto, avant l'assermentation du nouveau gouvernement. Donc, il y a 60 jours. Et la deuxième raison, c'est que M. Trump voulait avoir dans son sac un nouvel accord de l'ALENA pour les élections du midterm. Et la troisième, c'est qu'il y aura des élections, puis un nouveau Parlement, un nouveau Congress. Donc, c'est les raisons pour lesquelles ça existe. Mais la date peut changer et on peut continuer. Et on le fera avec le prochain Parlement s'il le faut. Alors, c'est pas fatal si une entente n'est pas conclue pour le 1er octobre. Ce ne serait pas la première fois qu'on changerait de date. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, de nous avoir éclairés. Merci beaucoup. Merci, Mme Bégin. Au revoir.